Alors, ça me fait plaisir de vous présenter Isabelle Côté, qui est coordonnatrice de recherche pour le groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires, dont on a entendu beaucoup de personnes. Pas pendant la fin. Voyons, j'aurais pas dû improviser, je m'excuse. Je vais lire le texte pendant les 2 dernières journées. Donc, elle a fait un baccalauréat en biologie, une maîtrise en ressources renouvelables, volet biochimie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et elle travaille pour le GRIM depuis 2011 en tant que professionnelle de recherche et maintenant comme coordonnatrice. Et au fil des ans, le groupe de recherche a développé une expertise au niveau des qualités métrologiques, des outils et des questionnaires d'évaluation chez les personnes atteintes de maladies neuromusculaires, dont la DM1 et l'ARSAC. Donc, Isabelle a pour sa part développé une expertise au niveau des analyses statistiques et de l'écriture de publications scientifiques en lien avec ces qualités métrologiques. Donc, bonne conférence. Merci. Je ne sais pas s'il y en a qui ont assisté ce matin à la présentation de Sarah sur les outils en physiothérapie, mais en tout cas, elle nous a parlé de validité, fidélité des outils. Donc aujourd'hui, je vais essayer de venir vous expliquer ces concepts-là. Bon, en 20 minutes, ça va peut-être être un peu ardu et rapide, mais on va essayer de faire ça simplement. Donc, le but de connaître ces qualités-là, c'est toujours pour sélectionner les meilleurs outils pour votre pratique, puisque comme vous le savez sûrement, il y en a souvent plusieurs outils qui existent pour évaluer un même concept. Mais comment on fait pour choisir? C'est un peu un diagramme qu'on avait développé. Dans le fond, c'est important de connaître la population avec laquelle on va l'utiliser. Puis qu'est-ce qu'on veut utiliser? Donc, le construit. Qu'est-ce qu'on va évaluer? Puis dans quel contexte ça va être aussi important? Donc, ensuite, on va être capable de dresser la liste des outils qui existent. Il y en a des spécifiques à des diagnostics, il y en a des génériques. Il faut voir aussi l'applicabilité de cet outil-là, autant dans votre pratique ou en recherche. Et ensuite, on va voir les qualités métrologiques, qui sont la validité, la fidélité et la sensibilité. C'est ce qu'on va essayer de démystifier un peu. Donc, la première chose qui est très importante, c'est vraiment au départ de définir clairement le concept qu'on veut évaluer. Si je prends juste, par exemple, le Time Up and Go, que c'est quand même un test qui est très, très souvent utilisé. C'est un test qui va avoir plusieurs composantes, donc la capacité de se lever, de marcher, de faire un pivot, etc. Donc, ça peut être super pertinent si on veut corréler ça avec la capacité de la personne à faire des activités, par exemple, dans son quotidien. Mais si c'est vraiment plus spécifique ce qu'on veut sur la mobilité de la personne, ça ne sera peut-être pas le bon test. En dysphagie aussi, par exemple, il y a vraiment beaucoup de questionnaires qui existent en dysphagie, mais ça n'a pas toujours la même origine, la difficulté d'avaler. Donc, ça se peut que le questionnaire n'aborde pas nécessairement le bon point en fonction de la clientèle. Par exemple, aussi le 9-Hole, qui est vraiment un test très classique, qui a été vraiment développé pour évaluer la coordination. Sauf qu'ici, ce qu'on voit, c'est une madame qui est atteinte d'ataxie de Charlevoix-Saguenay. Donc, si on peut la voir un peu manipulée, sa difficulté, c'est pas tant au niveau de la coordination que de la dextérité. Donc là, il faut venir se demander, si je passe le 9-Hole avec cette personne-là, est-ce que c'est vraiment la bonne chose que je vais mesurer? Donc, peut-être qu'avec cette clientèle-là, ça ne serait pas l'outil à privilégier. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir au départ c'est quoi exactement qu'on veut mesurer et connaître notre clientèle. Le contexte aussi va influencer beaucoup le choix des outils qu'on va faire, puisque si on compare la recherche avec la clinique, nous, en recherche, on peut avoir des grandes plages disponibles. Souvent, on va avoir 1 fois 3 heures, 2 fois 3 heures, 3 fois 3 heures avec notre patient. Donc, même si on choisit un outil, on sait qu'il est bon, mais ça prend 1 heure à faire. En clinique, on sait que ça ne sera pas toujours applicable. Donc, ça va vraiment venir influencer le choix de notre outil. Les objectifs aussi, qu'est-ce qu'on veut faire avec le résultat qu'on va obtenir? Est-ce qu'on veut comparer les performances de la personne avec elle dans le temps? Donc, par exemple, pour voir les effets d'une intervention. Ou on voudrait la comparer avec des valeurs de référence. Donc là, c'est important déjà d'aller voir, est-ce qu'il y en existe des valeurs normatives pour cet outil-là? Donc, les valeurs normatives qui sont calculées à partir de grands groupes de personnes saines. Ensuite, on sépare les performances en fonction de l'âge, le sexe, puis on peut venir comparer notre personne par rapport à eux, ils sont où. Il y en a aussi qui développent des équations prédictives, qu'on dit, donc on peut venir connaître avec l'âge de la personne, le sexe, sa grandeur, ça dépend des variables qui sont incluses dans les équations,
qu'est-ce que cette personne-là devrait avoir comme résultat versus le résultat qu'elle obtient, on peut calculer un pourcentage par rapport à ça. La pertinence de ça, c'est dans le fond, on peut évaluer un patient, puis il va être vraiment stable dans le temps, mais quand on finit par le comparer par des valeurs, aux valeurs normatives, il est toujours en dessous. Donc, on peut se questionner, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette personne-là? Donc, dans les outils qui existent, il y en existe plusieurs, des échelles de mesure, il y a des questionnaires, puis il va y en avoir vraiment qui vont être développés spécifiquement pour un diagnostic. Donc, dans ce cas, on peut penser que vraiment, ça va avoir été songé pour que toutes les questions, par exemple, d'un questionnaire soient vraiment pertinentes pour le concept qu'on veut mesurer, puisque ça a été développé vraiment, par exemple, pour l'ataxie de Charlevoix-Saguenay. Pour les questionnaires génériques, il faut faire attention. Un questionnaire peut très bien faire dans une maladie, même s'il n'a pas été développé pour elle spécifiquement, mais il faut quand même aller s'assurer que chacune des questions va être représentative du concept qu'on veut mesurer, puis ça se peut qu'il en manque aussi. Donc, s'il en manque, dans ce cas, il faut pallier avec d'autres outils. Quand on fait le choix aussi, il faut évidemment tenir compte des capacités physiques et cognitives de la clientèle avec lesquelles on va l'utiliser. Donc, ça, c'est l'applicabilité de notre outil. Donc, il faut tenir compte, est-ce que notre patient va être capable de se mettre dans la position requise pour faire le test? Ça se peut que non. Est-ce qu'il va être capable de réaliser la tâche qui est demandée? C'est un peu ce qui est illustré ici avec le Minibest versus le Berg, qui sont deux échelles qui mesurent l'équilibre. Mais si on regarde, lorsqu'on l'a utilisé en DM1, on avait vraiment un effet plafond important. Donc, la majorité de nos patients cotaient le max. Mais on sait que c'est une clientèle qui tombe. Sauf que cette échelle-là ne nous permettait pas d'aller les diagnostiquer, entre guillemets, d'aller faire la différence entre ceux qui chutent versus ceux qui ne chutent pas. Par contre, lorsqu'on a utilisé le Minibest, on voit qu'on a vraiment une meilleure distribution des scores. Donc, à ce moment-là, ça va être plus fin pour aller voir quelles personnes chutent, quelles personnes sont à risque de chute versus ceux qui sont moins. Puis en ataxie, c'était vraiment l'inverse. Si on essaie de passer le Minibest en ataxie, la clientèle ne sera pas capable, c'est trop difficile, alors que le Berg, il discrimine super bien. Dans le cas des questionnaires, la première chose avec un questionnaire, puisqu'ils sont vraiment souvent développés en anglais, hein, donc c'est de s'assurer que le processus de traduction a été vraiment, on dit systématique, là, mais c'était rigoureux, puisque des fois on traduit sur le coin d'une table un outil, mais ça peut évidemment introduire des erreurs subjectives quand il y a une seule personne qui traduit. Puis il faut aussi tenir compte des adaptations culturelles. Par exemple, si on prend un outil qui a été traduit pour un Français de France, ça ne sera pas la même chose qu'au Français au Québec. Le premier exemple, c'est ce qui ça illustre. Dans un questionnaire, on avait une balayette, mais là, une balayette, nous, on supposait quoi? Donc, si on demande à nos patients, est-ce que vous êtes capable de passer la balayette, on n'aura peut-être pas la bonne réponse. Il peut y avoir aussi des erreurs de sens quand on est une seule personne à traduire, comme par exemple, nous, on était tombés sur le thème moodiness. Il y a 3 personnes qui l'ont traduit de 3 façons différentes. Puis c'est pas nécessairement équivalent les 3. Donc là, c'est vraiment important d'aller chercher le sens initial de la question. Puis dans le processus de traduction, c'est vraiment très pertinent d'inclure l'auteur original, justement pour s'assurer qu'on a conservé le sens de la question. Puis nous, comme processus de traduction, on utilise le processus de traduction renversée parallèle. Donc, on part de notre outil en anglais. Il y a 2 personnes qui le traduisent en français, sans se consulter. Ensuite, en groupe de travail, on fait une harmonisation des 2 versions françaises, donc on en fait une seule. Ensuite, on envoie cette version française-là à une firme de traduction qui nous le retraduit en anglais. Puis là, on vient comparer les 2 versions anglaises, donc la nouvelle traduite et l'original. Puis là, on s'assure que ça concorde, qu'on a le même sens des questions. S'il y a des divergences, puis qu'on n'est pas sûr c'était quoi le vrai sens de la question en anglais au départ, là, on revient avec l'auteur original. Donc là que c'est important de l'avoir. Puis, s'il y a des changements à faire dans la version française, on la fait. Donc, une chose qui peut sembler simple se complique légèrement, mais on a vraiment vu beaucoup d'erreurs de traduction dans les questionnaires qu'on a utilisés. Dans les questionnaires, il y a comme 2 types de questionnaires. On pourrait dire les questionnaires auto-rapportés qui vont être remplis par une seule personne, par la personne elle-même seule, puis les questionnaires avec évaluateur. Dans les questionnaires auto-rapportés, il
avant d'envoyer parfois les questionnaires sont envoyés par la poste, puis la personne nous le renvoie, mais il faut s'assurer avant que la personne va être capable de comprendre toutes les questions. Puis parfois, même nous, on lit une question, puis on n'est pas sûr. S'il y a un doute qui s'installe, le doute va s'installer pour la personne aussi, puis là, on ne sera pas sûr que la réponse, c'était vraiment cette réponse-là qu'on voulait. Puis aussi, est-ce que la perception que la personne a de son problème reflète vraiment sa réalité ou la réalité? Puisqu'on sait que comme c'est des maladies qui sont lentes, progressives, il va y avoir une adaptation à la condition. Donc, la personne va s'adapter à sa condition. Donc, elle va dire « non, j'ai pas de problème », mais quand on l'observe, par exemple, elle va en avoir. Ou parfois, les gens ne sont juste pas conscients des impacts que leurs problèmes ont dans leur quotidien. Donc, par exemple, une personne apathique, si on lui demande « est-ce que votre apathie, est-ce que ça influence vos activités de la vie quotidienne? » Ou, la personne, elle va répondre « non », parce qu'elle elle a moins d'entrain. Donc, ça ne la dérangera pas vraiment, mais si tu demandes à son conjoint ou sa conjointe, elle va dire « mais oui, il faut tout le temps que je tire sur lui, que j'insiste. » Puis, elle va être plus consciente. Donc, si on fait juste demander à la personne elle-même l'impact de son problème, bien, ça ne reflètera pas nécessairement la réalité. Les questionnaires avec évaluateur, on pourrait penser que c'est mieux, mais il faut quand même s'assurer d'une bonne standardisation de la façon qu'on pose les questions, parce qu'on peut souvent venir influencer la réponse que la personne va nous donner. Par exemple, on peut donner un exemple supplémentaire ou venir un petit peu mieux définir un concept. Si, en faisant ça, on vient influencer la réponse que la personne va nous donner, bien, si on repasse le même questionnaire dans 6 mois, puis que là, je ne donne pas le même exemple ou que je n'en donne pas du tout, peut-être que la réponse de la personne va changer, mais ça ne sera pas parce que sa condition a changé, c'est juste parce que j'aurai posé la question différemment. Donc là, on va avoir un impact sur la fidélité, qu'on va voir tantôt c'est quoi. Donc, c'est la variation des résultats entre 2 évaluations, mais sans que la personne ait vraiment changé. Donc, par exemple, si on pose la question, est-ce que vous avez de la difficulté à soulever des objets lourds? Juste lourds. La personne, elle, lourd, ça peut être un sac de patates de 5 livres, là. Puis moi, si je dis, est-ce que vous avez de la difficulté à soulever des objets lourds, comme un sac de patates de 20 livres? Ah, bien là, elle va peut-être avoir plus de difficultés. Mais son niveau de difficulté reste le même, c'est juste la conceptualisation de la question qui n'est pas la même. Donc maintenant, on va tomber dans les qualités vraiment métrologiques des outils. Donc, en gros, un bon outil doit mesurer le construit d'intérêt qu'on a défini au départ. Ça, c'est la validité. Il doit aussi donner une mesure stable dans le temps, quand il y a d'une évaluation à l'autre, lorsque la condition de la personne n'a pas changé. C'est la fidélité. Et quand la condition de la personne change, l'outil doit être capable de détecter ce changement-là. Aussi, c'est la sensibilité qu'on va un petit peu moins aborder aujourd'hui, mais c'est quand même important qu'il soit capable de le détecter, donc qu'il soit assez sensible, tout en ayant la plus petite erreur de mesure possible. D'abord, je tiens à spécifier quand même que les qualités métrologiques sont population spécifiques, donc un outil ne va jamais être vraiment totalement bon ou totalement mauvais. On l'a vu tantôt avec le Miniberg puis le Minibest puis le Berg. Donc, tu sais, il y en a un qui va être meilleur en ataxie puis l'autre meilleur en DM1. Donc, c'est important d'aller les évaluer dans toutes les populations. Donc, la validité, c'est la capacité d'un outil à mesurer ce qui est vraiment censé mesurer. Donc, c'est un peu bête, mais c'est quand même important. La première étape de la validité, c'est la validité apparente. Donc là, si on a une liste d'outils, on va aller voir, grosso modo, est-ce que ça semble mesurer mon concept que je veux mesurer? Tu fais une pile de oui, une pile de non. Donc, c'est évidemment subjectif, c'est la moins rigoureuse, mais c'est un peu la première étape. Ensuite, il va y avoir la validité de contenu. À ce moment-là, on va aller voir, pour un questionnaire, par exemple, item par item, est-ce que ça s'applique à notre population? Est-ce qu'il en manque, etc.? C'est aussi subjectif, mais à ce moment-là, on va inclure un panel d'experts, donc des professionnels de la santé, des chercheurs, des patients. Ensuite, on tombe dans la validité de construit. Donc là, on va aller vraiment mesurer la capacité de notre outil à évaluer notre concept d'intérêt. Il y a 2 façons principales de le faire. La première, c'est par l'analyse factorielle. C'est une procédure statistique qui va nous permettre de séparer en différents facteurs théoriques tous les items de questionnaire, par exemple.
Donc, tous les items qui semblent mesurer à peu près la même chose ou aller dans la même direction, ils vont être séparés en facteurs. Donc, par exemple, si on a un questionnaire qui touche la fatigue et la somnolence, théoriquement, notre analyse factorielle devrait nous donner 2 facteurs. Mais si on en a un troisième qui apparaît, alors là, il faut aller se questionner sur la pertinence de ces items-là. Nous, on ne le fait jamais parce que ça prend beaucoup de personnes pour faire ça, ça prend beaucoup de données, puis en maladie neuromusculaire, on le sait, on n'a pas tant de patients que ça. On fait surtout la deuxième option, qui est les tests d'hypothèse. Donc là, à ce moment-là, on va venir corréler les résultats de notre outil avec d'autres mesures qu'on sait qui ont un concept apparenté. Ou encore, en faisant la différence dans des groupes extrêmes connus. Dans ce cas-ci, on va venir vraiment comparer dans des groupes qu'on sait qui devraient avoir des résultats différents. Par exemple, ce qui est illustré ici, c'est le DSI-ARSAC, c'est une échelle de sévérité de l'ataxie de Charlevoix-Saguenay qu'on a développée. Donc, l'ataxie qui est progressive, on se dit que ça devrait augmenter avec l'âge, donc théoriquement, notre score devrait augmenter. Donc, on sépare notre groupe en 3 selon l'âge, puis ce qu'on s'attend, notre hypothèse de départ, c'est que les résultats soient différents, puis c'est un peu ce qui est illustré ici, même le premier graphique. Le deuxième, c'est avec le niveau de mobilité. Donc, ici, notre validité serait confirmée par nos résultats. On peut le faire aussi, comme je l'avais dit, en corrélant avec des mesures qui ont un concept apparenté, comme le Lemocote, c'est une mesure de la coordination des membres inférieurs. Le Berg, l'échelle d'équilibre. Donc, ce n'est pas 2 concepts qui sont les mêmes, mais ils sont apparentés. On se dit, la coordination devrait influencer l'équilibre, donc ça devrait corréler quand même pour à 100 %, mais ça devrait aller dans le même sens, et c'est ce qu'on voit, ou avec l'âge. La validité de critères, c'est aussi rare qu'on le fait en réadaptation parce qu'on n'a pas beaucoup de gold standard. C'est un peu comme la méthode précédente, mais à ce moment-là, on prend vraiment un gold standard, c'est comme la pression sanguine ou un test de labo. Tu es sûr le résultat, c'est ça. C'est une chose qu'on ne peut pas faire beaucoup, mais souvent, ça va être utilisé pour remplacer un gold standard qui peut être soit coûteux ou très compliqué à faire par un autre outil qui serait plus simple à faire en clinique. La fidélité, comme je l'ai dit tantôt, c'est la capacité d'un test à répéter un même résultat d'une évaluation à une autre lorsque la condition de la personne n'a pas changé. C'est un peu la reproductibilité. Donc, si notre outil n'est pas fidèle, on n'aura pas la même mesure et on ne pourra pas conclure à une réelle amélioration ou détérioration de notre patient. Il y a la fidélité test-retest. C'est souvent quand il n'y a pas d'évaluateur avec un questionnaire auto-rapporté, par exemple, on fait remplir le questionnaire 2 fois dans un laps de temps assez rapproché, puis on compare les résultats. Ça nous donne une valeur de fidélité. Il y a le intra-évaluateur, le inter-évaluateur également, dépendamment si ça va toujours être le même évaluateur ou un évaluateur différent. Les deux sont quand même importants de mesurer, puisque souvent, beaucoup en maladie neuromusculaire, vu que nos clientèles sont petites quand même, on va aller en multicentrique, donc on va aller évaluer dans plusieurs centres. Donc, c'est important de savoir c'est quoi la différence de mesure quand c'est 2 évaluateurs différents qui le font. Finalement, l'erreur de mesure, c'est la différence entre la valeur, c'est la vraie valeur qu'on devrait théoriquement observer, plus l'erreur. Nous, c'est ce qu'on observe. Donc, si on veut se rapprocher le plus de la vraie valeur, il faut diminuer notre erreur. Il y a l'erreur systématique, qui est celle qu'on peut prévoir et potentiellement celle qu'on peut diminuer. L'erreur aléatoire, ça, c'est imprévisible. Ça va être la fatigue du patient ou une inattention de l'évaluateur. Ce qu'on va venir mesurer quand on va évaluer nos outils, c'est l'erreur standard de la mesure. C'est calculé à partir de l'écart type de notre population. Donc, plus une population va être hétérogène, plus l'erreur de mesure va être grande également. Et la fidélité va venir l'influencer. Donc, plus la fidélité est faible, plus l'erreur de la mesure va être grande. Puis c'est important de la connaître, puisque quand on va faire la différence entre 2 évaluations, il faut minimalement que la différence soit plus grande que l'erreur de mesure pour dire oui, c'est un vrai changement, sinon on est toujours dans l'erreur de la valeur. Donc, c'est ici ce qui est illustré un peu, le Lemocote, donc la valeur de coordination des membres inférieurs, qui a une moyenne de 16 en ataxie de Charlevoix-Saguenay, avec un écart type de 10. Donc, si ma fidélité est à 0.9, c'est une valeur, c'est ce que ça nous donne comme chiffre, là. Le 0.9, c'est ce qui est recommandé dans les outils cliniques en santé. Ça nous donne une erreur standard de 3.2 qui représente quand même 20 % de ma moyenne, alors que si mon ICC est un peu moins bon à 0.7, ça me donne 5.5. Donc, si, entre 2 évaluations, ma cohorte de patients n'a pas bougé d'au moins 3, par exemple, si ma fidélité est à 0.9, je ne peux pas dire que c'est un changement. C'est juste de l'erreur de mesure.
qui nous amène à la différence minimale détectable. C'est ce que je viens de vous dire, il faut que ça soit au-delà de l'erreur de mesure. Mais est-ce que cette différence-là, cliniquement, ça a une importance? Donc, si je vais questionner le patient, est-ce que d'augmenter votre vitesse de marche de 0,1 mètre seconde, vous voyez une différence dans votre quotidien? Peut-être qu'il va nous dire non. Même si statistiquement, même si nos chiffres nous disent que oui, c'est un réel changement, la personne ne le perçoit peut-être pas, donc c'est important de venir justement introduire des patient-reported outcomes, qui appellent vraiment d'aller chercher la perception de la personne. Donc, comme je vous avais dit, c'est important de le faire dans chacune des populations. Nous, depuis quelques années, au GRIM, on le fait beaucoup pour la dystrophie myotonique, l'ataxie récessive de Charlevoix-Saguenay et la DMOP. Donc, on travaille fort là-dessus, puisqu'on sait que c'est important en recherche, c'est important en clinique, puis c'est important aussi si on veut avoir des futurs essais cliniques, des nouvelles thérapies. Les compagnies pharmaceutiques, ils veulent ça, des outils qu'on sait déjà qui sont valides, fidèles. Voilà. C'était vite, hein? Je suis physiothérapeute à Lucie Bruno. À part le mini-BESS puis le BERC, avez-vous d'autres outils là, pour notre clientèle qui discriminent bien, là, justement, qui sont des tests reconnus? Il y a le 6 minutes puis il y a le 10 mètres aussi, mais avez-vous développé des nouveaux outils plus spécifiques à chaque maladie? Non, on n'en a pas. En fait, il y avait pour l'ataxie, on avait le DSI qui est encore un peu en travail. Il y a une étudiante au doctorat qui va travailler à développer un outil pour la dysphagie en DMOP. Puis on a un autre étudiant au doctorat qui travaille sur un outil, un Patient Reported Outcome, justement, pour l'ataxie récessive de Charlevoix-Saguenay, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas du tout. Puis même dans les ataxies récessives, il n'y en a pas vraiment, qui sont vraiment spécifiques à cette clientèle-là. Donc, elle va travailler là-dessus aussi, mais c'est en cours. Mais sinon, on est beaucoup dans... on a beaucoup étudié les tests qui sont vraiment très classiques, là, le 6 minutes, justement, le 10 mètres, le 9O, le CFNT. Donc, on a écrit des articles scientifiques là-dessus, là, mais c'est sûr, c'est plus difficile pour vous, des fois, d'avoir accès, là, mais on peut peut-être diffuser quand même. Le mini-BESS qui est en cours de validation, de traduction, est-ce que vous savez si c'est quelque chose... Est-ce qu'il a été traduit, puis est-ce qu'on peut l'utiliser? Nous, on ne l'a pas traduit. Je pense... est-ce que vous connaissez une équipe qui était en train de le traduire? Oui, à l'IRGLM. OK. Il est en cours de... OK, vous n'êtes pas au courant. Ben, en tout cas, moi non plus, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant, mais on essaiera peut-être de voir, parce que oui, c'est un test qui est très intéressant quand même. Il est très, très intéressant avec les Nous, on ne l'a pas complètement validé là, en dystrophie myotonique, c'est surtout avec eux qu'on l'utilise, mais il est très, très prometteur. Là. Donc, s'il y a une traduction qui est en cours, c'est sûr qu'on va essayer d'aller voir comment ils l'ont fait. OK. Oui, mais je suis pas au courant. Jean-François Lemay à l'IRG. Jean-François Lemay, OK. Oui. Je prends ça en note. Merci.